Les rois de France, Charlemagne, le souverain d'Occident, 742 à 814. Charlemagne, figure légendaire. Les chansons de gestes font de Charlemagne un personnage légendaire à la barbe fleurie, fondateur de l'école et impitoyable chef de guerre. Il agrandit son royaume auprès de 32 années de conquête, rétablissant l'empire d'Occident. Fils de Pépin, le bref et de Perse, de Long, dit au Grand Piège, Charlemagne est le petit-fils de Charles Martel, puissant duc d'Austrasie. Il est né le 2 avril 742, comme l'atteste son biographe Eginhard dans sa Vita Gesta Caroline Mani. Selon la coutume franque, à la mort de Pépin, 27 septembre 768, le royaume est partagé entre ses deux fils, Charlemagne et Carloman, vont donc régner conjointement jusqu'à la mort de ce dernier en 771. Le monarque guerrier. Charlemagne, devenu seul roi de France et fervent défenseur de l'Église, soumet le peuple paysan qui ose se dresser contre lui. En 774, répondant à l'appel du pape Adrien Ier, il annexe le royaume de Lombard en Italie du Nord, anéantissant le roi Didier au terme du siège de Pavie. Couronné roi, il devient le protecteur de la papauté. Pendant ce temps, les Saxons, peuple de pillards, peu séduits par l'Évangile, occupent les territoires des Flandres, de la Lorraine et de l'Allemagne actuelle. Profitant de l'occasion pour se révolter, ils demeurent les grands adversaires de Charlemagne, qui mène contre eux des campagnes sanglantes avant de soumettre l'intrépide chef Widukind en instaurant la loi de fer de Dieu. L'inflexible vainqueur impose au peuple conquis le choix entre le baptême et la mort. Lors du massacre de Verdun, il fait ainsi décapiter 4500 Saxons. Les Francs pratiquent la politique de la terre brûlée et ravagent les sanctuaires païens. En 778, le gouverneur de Barcelone et de Gérone, Sulaïma ibn al-Arabi, menacé par l'émir de Cordoue, demande l'aide militaire de Charlemagne en lui promettant son allégeance. Aussitôt, le Franc fait traverser les Pyrénées à son armée en direction de Saragosse, mais le gouverneur de la ville refuse de lui ouvrir ses portes et il doit rebrousser chemin. C'est en franchissant le sol de Recevon qui connaît sa plus grande défaite contre les Vascons, rendue célèbre par la chanson de Roland. Les campagnes en Espagne durent jusqu'en 802, aboutissant au contrôle de la Catalogne et de la Navarre. Au sud de Danube, le duc Tassillon III de Bavière refuse de reconnaître la souveraineté franque en 787. Mais il est contraint de prêter serment l'année suivante quand Charlemagne annexe la Bavière. Les Avars, pillards, paysans sédentarisent dans les plaines de l'actuelle Hongrie, constituant aussi une menace permanente pour les Francs qui mènent contre eux une série de campagnes militaires sur le Danube. De 791 à 805, enfin, quand le nouveau pape Léon III est un prisonnier, en 799, Charlemagne intervient pour assurer sa protection.
La création d'un empire. Ces immenses territoires conquis où vivent une multitude de peuples ou cultures hétérogènes ne peuvent se fondre en un royaume. Charlemagne décide alors d'en faire un empire chrétien. Le jour de Noël de l'an 800, il est couronné empereur d'Occident par le pape Léon III dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Aux frontières de ses conquêtes, il institue des marches, vastes zones de protection gardées par son armée pour se prémunir face à d'éventuelles invasions. Le chef de guerre devient aussi un habile législateur et organise l'unité de son empire. Conscient de l'importance d'une solide administration, il s'entoure d'érudits comme le moine Alcien, qui devient son bras droit. Il restructure son royaume au moyen d'actes législatifs appelés capitulaires. Il fait de l'Église l'instrument de sa politique en nommant les évêques et en créant les missi domici. Ces envoyés du maître circulent dans les provinces par deux, un comte et un évêque, et ont la charge de veiller à la bonne application de la loi de l'empereur. Ils réalisent également l'uniformisation comptable et monétaire basée sur l'argent. Ils font sa capitale dans l'ancienne Austrasie, terre de ses ancêtres, à Aix-la-Chapelle, Nouvelle-Athènes, où il réside à partir de 790. Autodidacte, féru de poésie et protecteur de l'art, l'empereur est l'initiative de la Renaissance carolingienne. Ses essors intellectuels voient la redécouverte de la langue latine du patrimoine antique, le développement de l'enseignement, la mise au point d'une nouvelle écriture, la minuscule caroline et l'essor des centres de protection du manuscrit. Charlemagne reste le plus célèbre souverain de la dynastie carolingienne, à lequel il donne son nom. Après 46 ans de règne, il transmet son empire à son fils, Louis Ier le Pieux, qui va se montrer beaucoup moins brillant. Vox Populi Vox Dei. La voix du peuple et la voix de Dieu. De Alcien. 742. Naissance de Charlemagne. 24 septembre 768. Mort de Pépin le Bref, Charlemagne et Coloman se partagent le royaume franc. 770. Mise au point de la minuscule Caroline. Mariage de Charlemagne et Désirée de Lombardie, soumission de l'Aquitaine. 771. Mort de Coloman. 772. Mariage de Charlemagne et Hildegard de Winsgout. 778. Naissance de Louis Ier le Pieux. Bataille de Roncevaux. 779. Capitulaire de Hertal. 781. Pépin est couronné roi d'Italie. 783. Mariage de Charlemagne et Festrale de Franconie. 785. Soumission de Windeking. Charlemagne instaure le capitulaire saxon. 799. Admonitio Generalis. Institution des missi dominici. 794. Uniformisation de la monnaie d'argent. Début de la construction d'Aix-la-Chapelle. Mariage de Charlemagne avec Lingarde d'Allemagne. 799. Attentat contre le pape Léon III.
25 décembre 800, Charlemagne est sacré empereur d'Occident. 19 mai 804, mort d'Alcien. 811, Louis Ier le Pieux devient l'unique héritier de l'Empire. 28 janvier 814, mort de Charlemagne. La Renaissance carolingienne. À partir du 8e siècle, sous l'impulsion de l'empereur Charlemagne, se développe une période de renouveau culturel qui va durer 120 ans et transformer le monde, la Renaissance carolingienne. La réforme religieuse, entreprise par Pépin le Bref, voit déjà la fondation d'Apaille, foyer culturel, dans lequel circulent les manuscrits permettant la diffusion du savoir. Dès 779, Charlemagne, roi des Francs, devient roi des Lombards et prend le contrôle de l'Italie du Nord. Découvrant son patrimoine culturel inestimable, l'art carolingien naît peu à peu dans le giron de l'Église, de la rencontre de deux mondes, la culture chrétienne et l'héritage des penseurs antiques. Cette rencontre aboutit à l'émergence d'un arc sacré médiéval qui prendra plus tard le nom de pré-roman. Mais l'objectif de Charlemagne n'est pas uniquement la quête du beau. Cette rénovation des connaissances doit permettre de former une solide élite administrative et religieuse, capable de soutenir son empire. Ses essors intellectuels conduit alors à redécouvrir le latin, qui devient la langue de l'administration et de l'Église, et le texte sacré qui sont traduits et corrigés. Toutes ces avancées contribuent à initier un véritable renouveau scolaire. Et la chapelle, centre de la connaissance. Charlemagne, bien qu'il ne sache pas écrire, possède une immense bibliothèque. Il lit beaucoup et demeure un grand amateur de poésie. Le religieux franc, Walafrid Strabon, nous éclaire dans ses écrits sur la volonté du souverain. De tous les rois, il était le plus évidemment empressé de rechercher les savants, ce qui lui permet d'assurer à nouveau le rayonnement de la science entière à partie inconnue de ce monde barbare, et de faire ainsi de toute l'étendue du royaume qu'il avait reçu de Dieu, encore enveloppé de brume et pour ainsi dire presque aveugle, un pays lumineux aux yeux pénétrés de clarté divine. À cet égard, le palais d'Aix-la-Chapelle, capitale de l'Empire, devient un formidable lieu de foisonnement culturel. Les intellectuels et ecclésiastiques comme Alcien, Édouard, Paul, Jacques, Pierre de Pise ou Théodule se présentent à la cour franque, fuyant les invasions vikings pour participer à cette révolution du savoir. Grâce à leur collaboration, Charlemagne met en place un vaste programme de restructuration scolaire qui passe par la redécouverte des textes anciens et la révision des textes sacrés. Il encourage aussi l'enseignement de la philosophie, de l'histoire et de la théologie. Alcien devient le principal conseiller de l'empereur et dirige l'école du palais où les jeunes clercs reçoivent l'enseignement des maîtres. L'atelier de l'école fabrique alors des ouvrages liturgiques de prestige. Alcien rédige des traités fixant les règles de la grammaire latine et les ouvrages de rhétorique sous forme de dialogue. Sa Bible reste l'un des plus anciens manuscrits d'Occident. Outre cette renaissance des lettres, celle des arts naît également de la cour qui fait travailler des enlumineurs, architectes, orfèvres et musiciens. La salle voûtée du palais impérial d'Aix-la-Chapelle annonce les cathédrales et la naissance d'un art
typiquement carolingiens. Les cryptoria. Les centres de production de manuscrits, avec leur bibliothèque installée dans le palais impériaux et le lieu ecclésiastique, sont à la base de la Renaissance carolingienne. Le travail quotidien des moines consiste à copier le texte de la Bible et de l'Antiquité classique. Virgile, Horace, Sénèque, Cicéron, chaque école crée des œuvres uniques et développe son propre style d'enluminure au cours des thèmes de la Genèse, du roi David ou des évangélistes, copistes, illumineurs et artistes travaillent ainsi main dans la main autour d'un même manuscrit. Illustrations et lettres ornées d'or et d'argent révèlent le prestige de cet ouvrage. L'abbaye royale de Corbie constitue l'un des plus importants foyers de production. Vers 770, des scribes mettent au point une nouvelle graphie plus régulière, rapide et lisible que l'ancienne mérovingienne, la minuscule caroline, qui va progressivement s'imposer dans tous les scriptoriales. L'abbaye de Saint-Martin de Tours perpétue le travail d'Alcien en corrigeant les textes sacrés et réalise les commandes impériales. Celle de Saint-Denis et Saint-Amand en Pévèle, qui produisent des livrets liturgiques de luxe destinés aux souverains, constituent d'importants foyers de diffusion de la connaissance. On peut citer également les prestigieux ateliers de l'école de Reims ou de Metz. L'école pour tous. Si l'histoire a fait de Charlemagne l'inventeur de l'école, c'est parce qu'il stipule dans son Admonitio Generalis de 789, texte législatif qui définit son entreprise de christianisation, que chaque évêché ou monastère doit ouvrir une école afin d'enseigner aux enfants les bases de la grammaire latine, de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du chant. Il exige que les prêtres attirent vers eux non seulement les enfants du condition servile, mais aussi les fils d'hommes libres. Que des écoles soient créées pour apprendre à lire aux enfants de tous les monastères et les évêchés, enseigner à psaume, les notes, le chant, le compute, la grammaire, et corriger soigneusement les livres religieux, car souvent, alors que certains désirent bien prier Dieu, ils y arrivent mal à cause de l'imperfection et des fautes des livres. Pourtant, ce projet scolaire reste à nuancer, car certains historiens considèrent qu'il ne touche pas vraiment le peuple, mais seulement une élite de cour. Si Louis le Pieux et Charles le Chauve s'inscrivent dans la tradition culturelle initiée par Charlemagne, les écoles monastiques ont du mal à survivre à cette intense énergie créatrice. s'éteint peu à peu vers le monde du IXe siècle. Qui prennent place ceux qui écrivent les paroles de la loi sainte ainsi que les enseignements des saints pères, qu'ils se gardent d'y mêler leur bavardage frivole de peur que cette frivolité nuise en erreur leurs mains, qu'ils se procurent des textes corrigés avec soin, afin que la plume d'oiseau ait droit son chemin. Le scribe n'est pas privé de sa propre récompense, plus que de le pêcher, la vigne. Il est bon de copier des livres, là on travaille pour le ventre, ici pour l'âme. Alcien, conseil au scribe de Saint-Martin de Tours. Du royaume franc à l'empire de Carolingienne. Charlemagne est conscient qu'il ne peut unir ses conquêtes à son royaume franc. Il invente alors une construction politique brillante qui lui permet de ressusciter l'empire d'Occident, disparu en 476. À l'aube du IXe siècle, 3 empires rivaux s'effondrent pour asseoir leur domination. L'empire carolingien, l'empire byzantin
et l'Empire arabe. Charlemagne ne choisit pas d'établir sa capitale au hasard. Aix-la-Chapelle fournit une situation géographique idéale, pierre angulaire d'un empire qui s'oriente vers une activité économique située entre le Rhin et la Meuse, favorisant la future Allemagne. Siège à la cour, le palais d'Aix-la-Chapelle est le centre des décisions administratives et judiciaires et l'Académie palatine, le lieu d'instruction d'une nouvelle élite de comtes et d'évêques prêts à servir l'empereur. Charlemagne, père de l'Europe. L'objectif de Charlemagne est d'œuvrer à l'unification religieuse et administrative des territoires conquis. Il entend les fondre dans l'État carolingien qui devient l'Empire, afin d'annihiler tout sentiment d'hétérogénéité des peuples fraîchement convertis et toute velléité d'indépendance dès 781. Il constitue le royaume d'Aquitaine et d'Italie et place ses fils, Louis et Pépin, sur des trônes respectifs. Mais comment s'assurer de l'obéissance de ses sujets et de l'application des lois dans un territoire aussi vaste? Charlemagne met alors en place un arsenal législatif et divise son royaume en 200 comtés gouvernés par des comtes dévoués, des hommes de confiance investis de pouvoirs administratifs, judiciaires et militaires. Des assemblées provinciales ou plaides ont alors lieu dans chaque comté et jouent également le rôle de cour de justice. Charlemagne centralise son pouvoir en réunissant des plaids généraux dans ses réunions, champs de mai. On débat des problèmes de l'Empire et on institue les lois que les fonctionnaires de la chancellerie transcrivent dans les capitulaires. Acte. Ainsi, l'Abdomitio Generalis, dans lequel il prescrit à tous ses sujets leurs devoirs, définit dès 789 la grande entreprise des christianisations de Charlemagne, qui souhaite unir son peuple autour d'une même foi, d'une même morale et d'une même culture. Signés de son monogramme, ces capitulaires sont ensuite envoyés dans les provinces de l'Empire et sont appliqués sous l'étroite surveillance de Missi Dominici. Les Missi Dominici, ces envoyés du maître, constituent la colonne vertébrale de l'administration. Il permet de hiérarchiser les fonctions et de centraliser les pouvoirs de Charlemagne au même titre que les intentats sous le règne du roi Soleil. Institué par capitulaire en 789 et renforcé en 802, ces envoyés spéciaux de pouvoir carolingien ont pour mission de contrôler les représentants locaux. Ils se déplacent en collège de 2 ou 3 dignitaires, comprenant au moins un comte et un évêque. Instruments de la justice, ils doivent faire respecter les droits royaux, la bonne application des actes législatifs et peuvent même lever des troupes. Ils sont également chargés de superviser le travail du clergé et de rappeler leurs obligations civiles et religieuses aux fonctionnaires du comté. Pour renforcer l'obéissance de ses sujets, Charlemagne rend obligatoire le serment général de fidélité au roi, déjà utilisé en temps de guerre, où chacun doit se soumettre au plus puissant en échange d'une protection. Les Missi Dominici doivent recueillir ces serments promulgués par un capitulaire, les hiérarchiques social de seigneur à vassal permettait ainsi de verrouiller le pouvoir vers une monnaie d'argent. Charlemagne institue par capitulaire 794
un système monétaire basé sur l'argent plutôt que sur l'or. Cette uniformisation de la monnaie constitue une véritable révolution économique. Elle félicite la transaction commerciale à travers l'empire et permet d'augmenter les échanges. Le souverain conserve le monopole des ateliers de frappe et chaque pièce est ornée de son monogramme. Il fait aussi entretenir les routes et favorise les foires afin de développer le commerce. Les propriétés de l'Église, largement dotées par le roi, font partie de biens du public, au même titre que le fisc royal. Elles doivent donc subvenir aux besoins du souverain sous la forme de dons obligatoires. En 779, le capitulaire de Herstal oblige dans le royaume franc, puis dans tout l'empire, au paiement de la dîme. Cet impôt perçu par l'Église est fixé au 10e de la récolte de chaque paysan dans toutes les paroisses. Mais à partir de l'an 800, les campagnes militaires étant plus rares, le modèle économique franc, basé sur la guerre, se révèle de moins en moins viable. Du roi à l'empereur. Charlemagne est couronné empereur d'Occident par le pape Léon III à la basilique Saint-Pierre de Rome le 25 décembre 800. Ardent défenseur de la chrétienté, la religion est intimement liée à sa politique. Il nomme lui-même ses évêques, préside les conciles et condamne l'adoptionnisme d'autrique, considéré comme une hérésie. Dès 806, Charlemagne envisage le partage de son empire entre ses trois fils issus de son troisième mariage avec Hildegard de Wenzhou, mais après la mort de Pépin et de Charles, seul Louis Ier, le Pieux, hérite de cette construction politique, aussi impressionnante qu'elle va se révéler, éphémère puisque l'empire va se morceler dès 843 en trois états distincts. La construction d'un empire. Charlemagne hérite du royaume franc, consolidé par son père, Pépin le Bref, base à partir de laquelle il va rétablir l'empire chrétien d'Occident au prix de conquêtes sanglantes. À la mort de Pépin le Bref, 768, selon l'usage franc, son royaume est partagé entre ses deux fils qui doivent co-régner. Charlemagne hérite de l'Austrasie, de la Neustrie et de l'Aquitaine occidentale. Son frère, Carloman, gouverne l'Aquitaine orientale, la province, la Septimanie, la Bourgogne, l'Alsace et l'Alamannie. Des conflits territoriaux éclatent vite entre les deux héritiers, mais la mort du cadet en 771 permet à Charlemagne de réaliser son grand rêve d'unité du Regnum Francorum, royaume franc. Il ne va pas s'arrêter là. Il engage nombre de campagnes militaires afin d'étendre son territoire à l'est contre les Lampards, au sud jusqu'à l'Èbre et au nord face aux Saxons, rétablissant ainsi l'Empire d'Occident. Le royaume de Lampard, 774-814. Didier, le roi de Lampard, est aussi le père de Désirée, la seconde épouse de Charlemagne, répudiée en 771 pour cause de stérilité. L'ex-beau-père bafoué entend bien freiner l'hégémonie de Carolingien. Il se rapproche donc des fils de Carloman qui mènent contre leur oncle une croisade féroce pour faire valoir leurs droits sur le royaume franc. Didier tente de faire pression sur le pape Adrien Ier qui implore le soutien de Charlemagne. Ce dernier fait franchir les Alpes à son armée qui s'empare de Vérone.
En 773, les troupes franques assiègent Pavie. 9 mois plus tard, la ville capitule et Didier se soumet. Charlemagne se proclame roi des Lombards en 774, devient le protecteur de la papauté et confie la gestion du royaume à ses comtes. En 781, son fils Pépin est couronné roi d'Italie. Les indomptables Saxons, 772 à 804. 32 ans de guerre sont nécessaires à Charlemagne pour triompher des indomptables Saxons. Ces irréductibles pillards mènent en Germanie, sous les ordres du chef de guerre Widukind, une résistance acharnée face à la grande entreprise de christianisation des Francs. L'inflexible Charlemagne pratique la politique de la terreur, ravage le pays et n'hésite pas à incendier les temples et les icônes de son ennemi. En 775, fermement décidé à soumettre les Saxons, il instaure la loi du fer de Dieu. Il impose le choix entre le baptême et la mort. Il pratique des conversions forcées en faisant plonger des peuples entiers dans l'eau des fleuves, afin qu'une armée d'évêques puisse procéder au baptême. Widukind résiste, mais en guise de représailles, Charlemagne ordonne la décapitation de 4500 Saxons à Verdun et la déportation de près de 12 000 femmes et enfants qui refusent le baptême. Le chef pliant se réfugie alors au Danemark, où il s'allie aux Frisons. En 782, il inflige à Charlemagne une sévère défaite au Mont Saint-Tuel, ce qui prolonge le conflit et oblige l'armée franque à hiverner dans le pays pour reprendre l'avantage. Finalement, Widukind se soumet en 785 et reçoit le sacrement du baptême devant son parrain Charlemagne. Les campagnes d'Espagne, 778 à 802. À l'assemblée de Batarbon, 777, Charlemagne reçoit les émissaires du gouverneur musulman de Barcelone de Géronte, Salman ibn al-Arabi, qui s'oppose à l'autorité de l'émir de Cordoue. Salomé promet son allégeance à la cité de Saragosse en échange du soutien militaire des Francs. Au printemps 778, l'armée de Charlemagne traverse donc les Pyrénées, mais les ports de Saragosse restent closes et les troupes doivent faire demi-tour. Après avoir pris le soin de piller Pampelune, les Francs passent le col de Roncevaux à l'arrière-garde et, victimes d'une embuscade tendue par les Vascons, actuels Basques. Cette anecdote est à la base de la célèbre chanson de Roland, qui va nourrir 3 siècles plus tard l'imaginaire épique de la chevalerie. Le massacre du Pro-Roland et la vengeance de Charlemagne, ils sont relatés avec emphase sous l'étendard de la foi et de l'honneur. Les campagnes en Espagne s'étalant jusqu'en 802, aboutissant au contrôle de la Catalogne et de la Navarre. Extrait de la chanson de Roland. Prologue. Le roi Charlemagne, notre grand empereur, a passé cette année entière en Espagne. Il a conquis les hautes terres jusqu'à la mer. Pas un château ne lui résiste, pas une muraille, pas une cité ne reste sans prendre d'assaut. Pas une, sauf Saragosse, qui se dresse sur une montagne. C'est le roi Marsile qui la tient. Un ennemi de Dieu, qu'elle sert Mahomet, Tervergent et Appalin. Mais il ne pourra empêcher
le malheur de l'entendre. Charles... La révolte de Tasilon III de Bavière, 787 à 788. Fils du duc Odilon de Bavière et d'Altrude, elle-même fille de Charles Martel, Tassillon est le cousin de Charlemagne. Son serment et fidélité envers Pépin le Prêtre en 757 ne l'empêchent pourtant pas de chercher à s'affranchir de la tutelle franque. En 781, Charlemagne lui demande de renouveler son serment, mais le Bavarois a déjà un lourd passé de conspirateur et craint pour sa vie. Il tente d'obtenir le soutien du pape Adrien Ier, pourtant acquis à la cause de Charlemagne. Ce dernier va devoir lever 3 armées afin de soumettre son cousin en 787, mais de retour chez lui à Ratisbonne, Tassillon conspire de nouveau avec les Avars, ennemis intimes des Francs. L'année suivante, ces intrigues éclatent au grand jour et le duc est condamné à mort. Gracié par Charlemagne, il est contraint de devenir moine et de renoncer à tout pouvoir lors du concile de Francfort en 794, remettant la Bavière entre les mains du roi des Francs. Contre les Avars, 791-805. L'empire de Charlemagne se dessine peu à peu, mais ses frontières demeurent sans cesse menacées par les Bretons, les Avars, les Slaves et les Arabes d'Espagne. Le souverain institue alors de vastes zones de protection gardées par son armée appelée Marche. Les redoutables Avars, pillards, payants, s'étendarisent dans les plaines de l'actuelle Hongrie, constituant une menace permanente pour les Francs qui tentent de les repousser sur les deux Danube de 791 à 805. Mais, pour Charlemagne, l'enjeu de cette guerre est surtout économique. Les Avars sont les gardiens d'un immense trésor amassé au fil de leur conquête sanguinaire. Ce trésor est placé sous haute protection dans un camp fortifié réputé imprenable, capitale du royaume et appelé le Ring. Dès 791, les Francs veulent imposer sa domination sur les Alpes et engagent 2 armées sur les rives de Danube, chargeant son fils Pépin de prendre l'ennemi à revers. Mais les Avars, rompus à l'art de la guerre, pratiquent la politique de la terre brûlée, infamant les Francs qui doivent renoncer sans avoir pu livrer bataille. Durant les 2 années suivantes, Charlemagne attend son heure en Bavière pour organiser une nouvelle frappe. L'opportunité se présente en 794 quand les chefs payants se révoltent et tuent leur roi. Charlemagne s'empare alors de Putin du Ring, envoyant près de 15 charges gorgées d'or à Aix-la-Chapelle. Les Vikings. Ces guerriers légendaires assoiffés de sang, barbares venus du nord, vont semer la terreur et la désolation pendant près de 250 ans, nourrissant l'imaginaire populaire d'épopées mythiques. La baie anglaise de Lindisfarne, isolée et vulnérable, est la première cible d'une attaque éclair identifiée par les historiens en 793. Les premières vagues vikings déferlent ensuite sur les côtes plongeant le monde chrétien d'Occident dans l'épouvante. Qui sont les Vikings? Contrairement aux idées reçues, avant d'être des pillards payants, les Vikings sont des pêcheurs, des paysans ou des commerçants scandinaves qui connaissent parfaitement les itinéraires maritimes. Ces grands navigateurs ont d'ailleurs la particularité de sillonner les océans, sans boussole ni astrolabe. On peut supposer que leur connaissance maritime relève de l'observation des courants, des vents et des oiseaux. Selon le récit d'Ingehard,
Les Vikings font leur apparition en baie de Seine en 820 et Louis le Pieux, devenu empereur, voit son littoral envahi dès l'année 836. Le livre noir de la cathédrale de Coutances relate ces terribles incursions qui font trembler les moines. Mode opératoire. Le Knorr, ce fameux bateau qu'un barbarisme du XIXe siècle est surnommé Drakkar, est le symbole des conquêtes vikings. Sa ligne et sa grande manœuvrabilité en font l'instrument idéal pour naviguer en eau peu profonde et remonter le lit des fleuves afin de frapper à l'intérieur des terres. Cependant, le Knorr possède des inconvénients de ne pas pouvoir remonter au vent et d'être très bas. Ainsi, l'équipage, lorsqu'il ne rame pas, passe son temps à écoper. Ses piliers mènent des raies éclairs pendant les messes et les fêtes religieuses. Ils choisissent un riche monastère isolé, une église, refermant un trésor ou tout autre lieu non gardé permettant la prise d'un butin ou d'esclaves sans avoir à livrer bataille. Dépassé par la violence des incursions, Charles le Simple, roi de Franque, donne en 911 au chef viking Roland le territoire qui va devenir le duché de Normandie. En quelques générations, son clan s'est parfaitement assimilé à la population autochtone. Alcien, 732-804. Le pédagogue. En ce début du 8e siècle, nul ne peut prédire le destin de ce moine anglais qui va devenir l'initiateur de la Renaissance carolingienne et le bras droit éclaireur de l'empereur Charlemagne. Alcien, ou Albinus, né vers 732 dans l'actuel Yorkshire, l'Angleterre christianisée depuis le début du 7e siècle, et alors parsemé de monastères qui disposent de précieux manuscrits et prodiguent un enseignement éclairé. Alcien, d'abord moine, étudie les sciences religieuses à l'école épiscopale d'York avant d'être ordonné diacre et d'en prendre la direction. En 780, l'archevêque l'envoie en mission à Rome. Il fait escale à Pavie où il rencontre le grand Marie, Pierre de Pise, puis à Parme où Charlemagne, devenu roi de l'Empire, lui propose d'entrer à son service. Le maître, séduit par Alcien, le Franc lui confie la direction de plusieurs abbayes et l'invitait à Aix-la-Chapelle. Là, il devint le précepteur de Charlemagne et des princes de la cour. Dans sa Vita et Gesta Caroli Mani Gaillard écrit à propos du maître Alcien qu'il était l'homme le plus savant de son époque. Le roi consacrait beaucoup de temps et de travail à étudier avec lui. Alcien revendique l'héritage antique et considère que la maîtrise des 7 arts libéraux, grammaire, rhétorique, dialectique, arithmétique, musique, astronomie et géométrie, permet d'accéder à la connaissance de Dieu. Peu à peu, le maître anime l'Académie palatine et rédige de nombreux ouvrages pédagogiques sous forme de dialogues et de devinettes qu'il soumet aux jeunes pépins. Il prend part aux différents conciles et combat ardemment l'adomianisme, doctrine selon laquelle Jésus ne serait que le fils adoptif de Dieu. L'inspirateur de l'école. Conseiller de l'empereur, Alcien joue un rôle considérable dans la rénovation des études de la Renaissance carolingienne. Celle-ci vise à instruire les élites administratives afin qu'elles soient en mesure d'éduquer à leur tour le peuple chrétien. Dans cette grande entreprise de transformation de clergé régulier et séculier,
Le lettré mène des réformes structurelles profondes et réorganisant l'enseignement et collabore à la rédaction de nombreux capitulaires, comme celui de l'Admonitio Generalis 789. Il ne s'agit pas, dans le volet scolaire, comme le martèle la légende, d'inventer l'école, mais bien de définir un programme de base, lire, écrire, chanter, compter, en généralisant les écoles qui existent déjà dans des évêchés et les monastères. Alcien reçoit le titre d'abbé de Saint-Martin de Tours, où il s'installe en 801. Il développe le scriptorium, atelier de copie, et écrit ses conseils à l'usage des scripts. Le maître fait de son abbaye un foyer intellectuel majeur à travers la production de manuscrits des prestiges, écrits dans un parfait latin, parmi lesquels une Bible corrigée d'après le Vulgate de saint Jérôme. La version d'Alcien, achevée par Théodule d'Orléans, sera choisie par le Concile de Trente au XVIe siècle comme la référence de l'Église catholique. Alcien aime instruire, débattre, analyser. Il va correspondre toute sa vie avec de très nombreux disciples aux quatre coins de l'Empire. Le maître à penser laisse une œuvre immense. Poèmes, lettres, conseils aux moines, nombreux traités de vie de saints et de pédagogie. Aiguillard, le biographe. Si le nom d'Aiguillard demeure de tous les écrivains de son époque le seul qui résonne en panthéon de l'histoire, c'est grâce à l'aventure romanesque de l'idylle, sans doute fausse, avec la fille de Charlemagne qui a traversé les siècles, née vers 771, et qui naît et issue d'une famille noble de Vingon en Franconie. Il passe son enfance au monastère de Fulda, où il devient vite un brillant élève. L'abbé lui recommande alors la prestigieuse école palatine d'Aix-la-Chapelle, fondée par Charlemagne. Il y reçoit l'enseignement des maîtres alciens, Paul Diacre et Pierre de Pise. Aux côtés de ses fils du souverain, le jeune homme montre de grandes aptitudes pour les lettres. L'empereur le choisit comme secrétaire. Il lui confie plusieurs missions d'intendance, de direction, des travaux publics et de l'éducation de son petit-fils Lothaire. L'écrivain entreprend ensuite l'œuvre de sa vie, sa Vita Gesta Carolini Magni, biographie de Charlemagne en latin, inspirée de la vie des 12 Césars de Cétuane. Témoignage historique inestimable, il y relate les conquêtes guerrières de l'empereur avec grandiloquence. Acteur majeur de la Renaissance carolusienne, Edgar Aiguillard laisse de nombreuses lettres qui renseignent sur la construction politique de l'Empire. Il poursuit son travail auprès de Louis le Pieux, qui le comble de bénéfices ecclésiastiques, mais l'âge des querelles entre héritiers et voyant point de la dissolution de l'Empire, il se retire dans son monastère de Silangestad. Louis Ier le Pieux, l'héritier. Né en 778 à Chesneuil de Poitou, il est le troisième fils de Charlemagne et d'Hildegard de Wainsgau. À 3 ans, selon la volonté de son père, il est couronné roi d'Aquitaine par le pape Adrien Ier. Envoyé dans son royaume avec des comtes pour le seconder dans ses fonctions, il reçoit une solide éducation et s'applique dans l'apprentissage du latin et du grec. Ses mœurs demeurent irréprochables, mais son caractère faible et indécis se révèle très vite. Il gouverne maladroitement et à partir de 790, malgré l'aide de brillant Benoît d'Indien, et participe à toutes les campagnes militaires de son père. En 806, selon la coutume franque, Charlemagne divise son empire en 3 royaumes qui attribue à ses fils légitimes, Charles Pépin et Louis. Ses frères meurent en 810 et 811, laissant à Louis Laitier responsabilité du vaste héritage. Associé au trône, en 813, il est proclamé l'empereur d'Occident l'année suivante. Pendant qu'il autorise le retour des Saxons sur leur territoire et contribue
à l'essor de la Renaissance carolingienne, il oblige ses sœurs à entrer au couvent et éloigne de la cour ses demi-frères susceptibles de lui porter ombrage. Dès 817, il règle sa succession par l'ordinatio imperii, désignant son fils aîné Lothaire comme seul héritier de l'Empire. Ses frères Louis et Pépin sont chargés de gouverner la Bavière et l'Aquitaine. Mais la naissance d'un nouvel héritier, le futur Charles, le Chauve, déclenche des conspirations qui vont morceler peu à peu l'Empire. Benoît d'Aniane ou Witiza le Saint. Baptisé Witiza, il est le fils d'un aristocrate, Wisigoth, le comte de Maguelone. Ce dernier favorise l'implantation de la monarchie franque en Septimanie lors de la conquête de Pépin le Bref en 759. Ainsi, son fils est éduqué à la cour du roi franc en 774. Tentant de sauver son frère de la noyade, il échappe lui-même de peu à la mort et décide de recevoir la tonsure de Saint-Seine, les bails près du Dijon. Il étudie les nombreuses règles de vie communautaire des moines, dont celle des saints Benoît de Nursie. Le père des moines d'Occident, il décide d'adapter. En 780, ils font l'abbaye d'Aniane dans le Languedoc, qui va redevenir le foyer d'une réforme de monarchisme à travers les règles de Saint Benoît. Près de 20 monastères l'adoptent avec l'appui d'Alcien et de Louis le Pieux. Benoît d'Aniane rédige alors la Concordia Regularum avec des citations extraites de différentes règles. En 813, Charlemagne décide d'imposer à tous les monastères la règle de Saint Benoît, provoquant l'essor de l'ordre bénédictin, devenu empereur d'Occident. Louis le Pieux invite Benoît à s'installer au monastère d'un temps tout près d'Aix-la-Chapelle. Là, il consigne dans les 83 articles du Capitular Monasticum les prescriptions de sa règle bénédictine, promulguée en 817 par l'Assemblée générale des abbesses, que les missi dominici vont se charger de diffuser aux 4 coins de l'Empire. Cette réforme unificatrice prépare le renouveau de Clonie au siècle suivant. Wiedeking, chef de guerre saxon. Né vers 750 en Westphalie, territoire de l'Allemagne actuelle, Wiedeking est issu d'une famille noble. Il épouse Géva, la sœur du roi Saint-Fort du Danemark. Chef de guerre payant, glorifié par la légende médiévale, Wiedeking incarne la figure du plus farouche imposant en conquête de Charlemagne. La Saxe primitive est alors constituée de 3 peuples, les Westphales, les Agrivarins et les Ostphalas. Dès 680, des missionnaires chrétiens influencent depuis l'Angleterre en terre payonne pour évangéliser les populations. Charlemagne entreprend à son tour de soumettre les peuples germaniques en 772, après avoir conquis les sanctuaires saxons d'Eresburg. Près de Pindabon, le roi de Franque détruit leur idole, Irmond, un arbre totem dédié à la déesse saxonne de la guerre. Les païens promettant de ne plus envahir les marches franques, mais en 778, Wiedeking refuse de se soumettre à la loi du fer de Dieu. Il menace le monastère de Fulda et oblige les moines à prendre la fuite. Le massacre de 4500 Saxons à Verdun en 782 renforce la volonté de l'indomptable Wiedeking. Il organise la résistance à l'annexion de la Saxe au royaume carolingien qui tente d'instaurer l'institution comtale et inflige au roi Franc une sévère défaite au mont Santel. Mais les Francs reprennent l'avantage. Wiedeking est contraint de se rendre et de recevoir le sacrement du baptême sous les yeux de son parrain Charlemagne en 785. Ce dernier ne parvint à dompter les rébellions saxons qu'en 804. Fin.